Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Il va falloir que Moscou et Washington s'expliquent très vite sur le sens de la coexistence pacifique et de la détente. Ce mot n'est pas de moi, il est du chef de la diplomatie américaine. M. Cyrus Vance demande ce soir que les deux superpuissances définissent assez vite les nouvelles règles du jeu de la détente que peuvent déranger les prises de position des États-Unis en faveur des droits de l'homme. Jimmy Carter pense que les deux attitudes ne sont pas inconciliables. Le Kremlin ne partage pas cet avis. Au fond, c'est aujourd'hui l'une des questions centrales. Je l'ai constaté partout, à Madrid, lors du rendez-vous marché Berlinguer-Carrillo, à Bonn, où Andrei Amalrik fait campagne aujourd'hui en faveur des accords d'Helsinki, sans être reçu par le chancelier Schmidt. Et à Prague aussi, la surveillance a été renforcée autour des signataires de la Charte 77, en particulier des deux hommes que vous aviez vus hier soir dans le témoignage bouleversant de Daniel Bilalian et Jacques Doué, M. Patočka et Hayek. Victime de longs et multiples interrogatoires, M. Patočka est à l'hôpital. Il y a 5 jours, quand Antenne 2 le rencontrait, il allait pourtant très bien. Nous mettons notre espoir non pas dans des changements spectaculaires, des changements des lois, de constitution, etc., mais dans le changement de la façon de procéder des autorités. C'est ça. Nous serions satisfaits si les autorités prenaient vraiment garde à répondre à toutes les pétitions, aux demandes pour lesquelles un délai légal est statué et qui ne reçoivent jamais de réponse actuellement. Les conditions de votre action sont très difficiles pour vous, je crois. Oh, je crois certainement elles ne sont pas trop faciles. Comme vous voyez. Beaucoup de tracasseries policières tous les jours. Oh, alors, je ne voudrais pas exagérer, mais il y a des moments assez désagréables. Est-ce que si vous aviez quelque chose en vous tournant vers l'étranger, si vous aviez quelque chose à expliquer, pour bien expliquer votre action, qu'est-ce que ce serait? Ça serait tout d'abord qu'il s'agit d'une action qui se base sur la société telle qu'elle est, n'est-ce pas? Nous acceptons le socialisme comme base et nous croyons pour le pouvoir faire plus socialiste, plus démocratique et plus humain et plus efficace. Je vous ai proposé à nouveau ces documents pour que vous sachiez, à travers le cas de ces deux hommes, qu'il y a effectivement, comme tout l'indique, un certain durcissement à Prague. Et j'ajoute que si la presse polonaise s'est félicitée du séjour à Varsovie de M. de Guiringo, elle a censuré dans ses discours tout ce qui avait trait à la mise en œuvre des accords d'Helsinki. La détente, disait M. de Guiringo, ne peut ignorer les hommes et s'établir sur leur silence. On parle tellement des municipales qu'on finit par oublier que le premier tour de scrutin aura lieu dans 10 jours. Cette nuit marque la clôture des listes dans les villes de plus de 30 000 habitants. Les indécis, les étourdis, les négligents, les candidats de la dernière heure ont donc peu de temps s'ils veulent participer à ces passionnantes municipales. En attendant le vote, certaines conséquences politiques sont déjà acquises, Alain Duhamel. D'abord le développement des alliances, dans chaque camp d'ailleurs. Oui, alors ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, on a beaucoup parlé de Paris, on a beaucoup parlé des divisions de la majorité, mais que le caractère le plus frappant, c'est le développement des listes d'union à gauche et dans la majorité, puisque dans les deux cas, il y aura plus de 90% de listes d'union dans les villes de plus de 30 000 habitants, et qu'on me disait tout à l'heure que, par exemple, à gauche, il y aurait au moins 202 cas dans lesquels il y aurait, dans les villes de plus de 30 000 habitants, union de la gauche. Pour la majorité, M. Poniatowski et Le Canuet disaient l'autre jour ici même que l'unité était réalisée, sauf à Paris ou malgré Paris. Est-ce que c'est vrai? En gros, il y a, là aussi, d'ailleurs, c'est normal. Je veux dire, à partir du moment où il y a unité à gauche, il y a unité dans la majorité par la force des choses. En gros, c'est vrai, il y a un mouvement qui est un mouvement d'union. Cela dit, il y a tout de même aussi un certain nombre de cas de primaires dans la majorité, comme il y en a à gauche, dans des proportions à peu près comparables. Le Parti communiste a beaucoup incité ces derniers temps sur l'union de la gauche. Pour quelle raison? Parce qu'il en tire vraiment parti, et de quelle façon? D'abord parce que c'est sa ligne depuis longtemps maintenant, l'union de la gauche. Et alors, d'autre part, il est évident qu'il bénéficiera beaucoup de ces élections municipales. Il bénéficiera de plusieurs manières.
directement parce qu'il appartiendra maintenant à bien davantage de conseils municipaux. Si vous voulez, pour l'instant, il appartenait dans les villes de plus de 30 000 à un petit peu plus de 60 conseils municipaux. Il peut espérer, à l'issue de ces élections, avoir presque doublé sa participation. Et puis, indirectement, le fait d'appartenir à des conseils municipaux, plus nombreux, lui donnera des chances supplémentaires pour les sénatoriales et pour les conseils régionaux. Et ça se fait au détriment du Parti socialiste? Non, je crois pas. Ça peut poser dans certains cas des problèmes au Parti socialiste à cause des habitudes des électeurs centristes, mais dans l'ensemble, le Parti socialiste a une poussée électorale telle que je crois qu'il en bénéficiera et il aura l'occasion de le montrer, je pense aussi, à travers des primaires avec le Parti communiste. L'une des villes, Alain Duhamel, où la majorité ou la gauche aussi éprouve des difficultés, c'est Toulon, et notamment les socialistes. Les socialistes toulonnais, membres de l'aile gauche du parti, le CRS, ont décidé de rejoindre les candidats communistes. Seulement à Toulon, il y a une liste socialiste conduite par l'amiral Sanguinetti. C'est la seule reconnue par le bureau exécutif du Parti socialiste, qui prévient les socialistes qui figurent sur la liste communiste, ils s'excluent d'eux-mêmes du parti. À Toulon, la lutte s'avère donc encore plus... Je suis commerçant en bonnetterie, je suis marié, j'ai 5 enfants ou petits-enfants, je suis élu depuis 24 ans et maire depuis 18 ans. Et je compte bien, si la population le veut, le rester encore quelques années. Je suis Simon Laurière, j'ai 32 ans, je vis à Toulon avec ma femme et depuis 4 ans maintenant, je suis député et conseiller général de Toulon. Dans quelques jours, je suis candidat à la fonction de maire de Toulon. Je m'appelle Daniel Demarque, j'ai 37 ans, je suis communiste et je dirigerai la liste d'Union de la gauche à Toulon. Je m'appelle Antoine Sanguinetti, je suis amiral. Je me suis engagé dans le combat politique aux côtés des partis de la gauche pour prendre la mairie de Toulon. Il faudrait qu'au plus tard, ce chantier soit terminé pour le 14 juillet. À Toulon, la majorité est divisée. Entre Maurice Arex, le maire, et Aymeric Simon Laurière, le député, on assiste à une véritable querelle de l'ancien et du moderne. L'ancien, c'est Maurice Arex, républicain indépendant, il est maire depuis 18 ans. Une belle longévité qu'il attribue à sa gestion municipale, mais aussi à sa modestie politique. De tous les maires de grandes villes en France, il est actuellement le seul qui ne soit que maire. Le mot-clé de la campagne d'Arex est sérénité. Il souligne que la municipalité continue son travail sans fièvre électorale. C'est ainsi que le plan d'occupation des sols sera voté cette semaine. Peu de réunions électorales, mais des visites aux chantiers municipaux, comme ici, pour rappeler ses réalisations, son bilan de bâtisseur. C'est l'immeuble pour tout le Var, c'est l'immeuble social pour tout le Var. Et ici, il y aura tout le centre communal. Le moderne, c'est Aymeric Simon Laurière, RPR, le plus jeune député de France. On murmure ici qu'il aurait même refusé d'entrer au gouvernement, préférant la mairie de Toulon. Sa campagne a démarré brutalement le 15 janvier par un retentissant « Partez, Monsieur Arex ». Alors, des trottoirs de la ville aux esplanades de pétanque, un même thème, je ferai plus pour Toulon, sur tous les plans. Un exemple, pourquoi Toulon est distancé par Marseille, par Nice, dit Simon Laurière? Parce que leurs maires, eux, sont aussi députés, dirigeants de parti, ministres. Moi, je suis déjà député, je pourrais défendre les intérêts de Toulon à Paris. La gauche, elle aussi, est désunie. Daniel Demarque, candidate du Parti communiste, militante modèle, vendant elle-même le journal de son parti, elle s'en prend au chômage qui s'accroît à Toulon, surtout chez les jeunes. À Toulon, c'est simple, c'est comme dans toutes les villes de France finalement. On discute, c'est pas. Il s'agit tout simplement de faire respecter le suffrage universel, c'est une question de démocratie. Pour elle, les choses sont claires. Il doit y avoir liste d'union à gauche, et parce que les communistes ont obtenu plus de voix que les socialistes aux dernières élections à Toulon, la conduite de cette liste doit revenir aux communistes. Ici, devant l'Arsenal de Toulon, qui ne travaille plus qu'à 30%, le message reste le même. Voter pour elle, c'est défendre l'emploi, c'est aussi défendre l'union de la gauche. Pour l'amiral Sanguinetti, le problème n'est pas que la gauche soit unie, le problème est que la gauche soit victorieuse. Pour prendre la mairie, dit-il, l'opposition doit grignoter 6 à 9% de voix supplémentaires. Or, ici, dans le Midi, une liste conduite par une femme, communiste de surcroît, n'y arrivera pas. Sa stratégie est simple. À Toulon, affirme-t-il, il y a des marins, je suis amiral, des rapatriés,
Ma belle famille vient de Sidi Bel Abbès. Des retraités, j'ai été mis à la retraite. Des Corses, je m'appelle Sanguinetti. Georges Sarr avec nous, candidat à Paris. Vous êtes un des dirigeants du CRS, qui à Toulon s'est donc exclu de lui-même du Parti Socialiste. Est-ce que vous êtes solidaire? Vous allez un peu vite en besogne. Je suis un dirigeant du Parti Socialiste et le CRS est un courant de pensée de ce parti. À Toulon, quel est le problème? Les socialistes ont voulu qu'une quatrième famille, les gaullistes d'opposition, puisse nous rejoindre. Monsieur Sanguinetti, amiral, un nom symbolique, il appartenait de rassembler l'union de la gauche autour de l'amiral. Nous avons été surpris de la réponse du Parti communiste. On vient d'écouter Oui. le reportage de Philippe Châtenay. Et votre position par rapport au CRS de Toulon? Eh bien, je dis que les camarades socialistes de Toulon doivent appliquer sans hésitation, même si c'est un peu difficile, la décision prise par le bureau exécutif de notre parti. C'est simple, c'est clair. Pourquoi faire autrement? À Toulon, il faut battre ou le candidat indépendant ou le candidat RPR. C'est la meilleure voie. Mais vous pensez que les Français vont s'y retrouver dans tout cela? Aujourd'hui, vous avez distribué des tracts avec le communiste M. Fisbin. Vous condamnez vos amis toulonnais qui vont avec les communistes. À Marseille, M. Defer exclut les communistes de ses listes. Comment s'y retrouver dans tout cela? Quelle est la ligne? Écoutez, M. Noël Copin, vous m'étonnez, car enfin, les choses sont claires. M. Duhamel vient d'expliquer aux téléspectateurs qui regardent en ce moment Antenne 2 qu'il y a union de la gauche et que l'accord que nous avons voulu, que l'accord que nous avons voulu est bien respecté. Il y a quelques exceptions. Eh bien, c'est aux électeurs de décider. Mais croyez-moi, ils s'y retrouvent parfaitement, car la ligne est tenue, c'est-à-dire que nous aurons de bons résultats sans avoir essayé de nous rapprocher de ce que nous considérons comme les gens à battre, c'est-à-dire la droite. Vous utilisez souvent les sondages pour clamer que la gauche doit gagner à Paris, n'est-ce pas? Mais c'est le Parti communiste ou le PS qui gagnera? Il faut observer que ce n'est pas nous qui demandons des sondages. Il se trouve que ces sondages semblent mettre en bonne position la gauche. Je m'en réjouis, mais je dis attention, que l'électorat parisien ne se démobilise pas, car à Paris, cela se jouera dans un mouchoir de poche, donc il faut s'activer pour qu'en effet, dans les 4 secteurs critiques pour la droite, c'est-à-dire le 12e, le 14e, le 2e et 3e et le 10e, nous soyons en bonne position pour l'emporter. Et si la gauche gagne, c'est le Parti Socialiste qui aura un maire? Eh bien écoutez, nous avons répondu à cette question. C'était aux électeurs de se prononcer. Il est bien clair que si nous gagnons... Écoutez, je ne me serais pas présenté si je ne pensais pas avoir de bonnes chances. Et alors, s'il y a une victoire, est-ce que vous l'aurez obtenue grâce à un courant socialiste ou un courant de gauche ou aux divisions de la majorité? Eh bien, je pense que nous l'aurons obtenue parce que l'union de la gauche est solide, s'est confortée, parce qu'il y a une forte poussée socialiste, et j'ajouterai que les divisions de la majorité n'auront pas nui. Mais je voudrais vous faire observer que très souvent, on présente le duel d'Ornano-Chirac comme un enjeu fondamental. C'est important pour la suite de la vie politique dans notre pays, mais la vraie bataille, c'est entre la gauche et la droite. Et leurs divisions vous ont bien aidé? Ça ne nous dessert pas, mais vous savez, les Parisiens sont surtout écœurés de cette propagande, de ces couplets entre messieurs d'Ornano et Chirac. Et des deux, lequel préférez-vous avoir comme adversaire au 2e tour? Bien écoutez, monsieur Noël Copin, je crois pouvoir vous dire très tranquillement que je pense que monsieur d'Ornano est en mauvaise posture. Pour être élu dans le 18e arrondissement, il va avoir du mal. Donc ses prétentions pour la mairie de Paris vont tomber du même coup. Quant à monsieur Chirac, ne vendez pas la peau de l'ours. Quant à monsieur Chirac, eh bien, j'ai dit, et je le répète car je crois que c'est important, qu'un piège lui a été tendu. Il est tombé dedans. Et alors en ce moment, on voit monsieur d'Ornano qui se prend pour le Giscard de Paris. C'est faux. Les difficultés de monsieur Chirac ne l'ont quand même pas ramené à être le Chaban-Delmas de monsieur d'Ornano. Et madame Françoise Giroud ne peut pas dire « ne tirons pas sur une ambulance ». Dans cette bataille de Paris, apparemment, monsieur Sarr, vous vivez sans doute un beau rêve personnel. Si vous étiez maire de Paris, quelles seraient les 5 premières actions que vous prendriez? Monsieur Jean-Pierre Elkabbach, en ce moment, je n'ai pas le temps de rêver. Et je vous assure que nous faisons en sorte d'être présents le plus souvent sur le terrain, de nous expliquer quelles sont les premières mesures qu'un maire de gauche peut prendre, qu'un maire socialiste prendrait. Eh bien voilà, 5 points.
La première des mesures concerne les espaces verts. Ouvrir tout de suite les jardins. Et les concessions privées dans les bois de Boulogne et Vincennes, tout ça doit être rendu à l'ensemble des Parisiens. Les vieux, les personnes du troisième âge qu'il faut aider car elles n'ont pas les revenus suffisants, il faut les sécuriser. La troisième concerne la propreté. Cette ville n'est pas bien tenue. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc la propreté est aussi un de nos objectifs. Le quatrième est très important, il concerne la circulation, c'est-à-dire avoir une politique cohérente. Faire des transports en commun la priorité, c'est-à-dire donner à la voiture le second rôle, des espaces piétons. Et le cinquième point, eh bien, il vient tout de suite, c'est-à-dire que voulant aménager la vie des Parisiens, voulant que cette ville soit plus agréable, plus chaleureuse, il faut démocratiser les arrondissements et faire en sorte que dans les quartiers on se connaisse, on se fréquente, on soit plus à l'aise. Presque tous les candidats disent la même chose. Est-ce que vous avez une idée du coût de la campagne, de votre campagne? Je n'ai pas encore une idée du coût de ma campagne, mais croyez-moi, ce sera la Affiché. montagne, Oui. et puis, pour M. Chirac et M. Dornano, des sommes fabuleuses. Moi, j'aimerais qu'ils nous disent ce que cela leur coûte. Enfin, pas à eux, mais aux puissances d'argent qui sont derrière eux. Et vous aussi, vous le direz. Absolument, et je le dirai dès avant le premier tour, c'est-à-dire vendredi soir. Demain, ici, M. Henri Fisbin du Parti communiste et dimanche, Michel Dornano. Un visiteur inattendu ce matin pour les 53 personnes âgées de la résidence Fontenay à Vincennes. Le président Giscard d'Estaing a parcouru cet établissement pilote et bavardé avec ses pensionnaires. Il leur a dit que deux problèmes étaient prioritaires cette année, la famille, dont il sera question au prochain Conseil des ministres, et la condition des personnes âgées. La pression monte sous Jimmy Carter, qui tient toujours Concorde sous son couvercle. Après certains journaux, l'Humanité, l'Aurore ou Sud-Ouest par exemple, et d'autres journaux de province, les hommes politiques se font tour à tour les avocats du supersonique franco-britannique. L'autre jour, c'était M. Raymond Barre en personne, qui disait devant les Américains de Paris que les Français ne comprendraient pas si Concorde était interdit à New York. Aujourd'hui, c'est M. Roger Chinault, le président du groupe des Républicains indépendants à l'Assemblée, qui écrit à l'ambassadeur des États-Unis en France pour lui demander d'intervenir. Et Roger Chinault souhaite, je le cite, que l'absurde position des autorités américaines ne vienne pas ternir l'amitié entre les deux pays. Et à l'instant, Pierre Alain m'a transmis cette déclaration de M. Vance sur le Concorde. À l'heure actuelle, dit M. Vance, l'atterrissage du Concorde à New York est entre les mains des autorités locales et toute décision doit être prise par elle-même le 10 mars. Lyon, deuxième ville de France. Lyon, l'une des plus industrialisées. La ville est entourée, vous le savez, d'usines, enveloppée de fumée. Lyon est aussi l'une des villes de France les plus polluées. Et ses habitants se posent parfois des questions. Et si ces fumées devenaient un jour dangereuses? Regardez bien, ces fumées qui remontent vers Lyon, chassées par le vent du sud, pourraient être un jour chargées de gaz toxiques. L'une des principales plateformes chimiques françaises est là, avec ses faubourgs surpeuplés, Vénissieux, Saint-Fond, Faisin bien sûr, et Pierre-Bénite, un nom désormais synonyme d'inquiétude, parce qu'une série d'accidents à l'usine Péchinet-Eugène-Kuhlmann fait planer sur la région la menace d'une catastrophe. Le danger porte un nom barbare, acroléine, poison redoutable pour le système respiratoire, utilisé comme gaz de combat pendant la Première Guerre mondiale. L'acroléine sert paradoxalement aujourd'hui à la fabrication d'un additif alimentaire inoffensif, favorisant la croissance du poulet. Source importante d'exportation, la production d'acroléine n'est cependant pas sans risque. Explosion d'une colonne en 72, de la torchère en 75. En juillet, des centaines de tonnes de poissons morts après le déversement malencontreux d'une cuve dans le Rhône. Et puis, une nouvelle explosion en décembre, une flamme de 50 mètres de haut illumine la ville. Par miracle, pas de victimes, et surtout le gaz entièrement consumé ne dérivera pas vers les HLM tout proches, ou pire vers Lyon. Aujourd'hui, la seule odeur de l'acroléine inquiète. Ça sent mauvais. Même ce matin, j'étais en train de le dire à une dame, là ce matin c'était intenable. J'étais forcée de fermer ma fenêtre, moi j'habite à côté de l'usine là-bas. Oui. Enfin, mes petits-enfants, tous les trois, ils ont mal aux yeux, je ne sais pas de quoi ça provient. Alors, ma fille est allée déjà 3 fois à l'oculiste, hein, il faut pleurer sans arrêt, enfin. D'ailleurs, il peut vous le dire, il est allé à l'oculiste, on l'emmène encore ce soir. Qu'est-ce qu'on vous a dit de l'acroléine? Bah, pas grand-chose finalement. On ne sait pas exactement, on nous dit que c'est pas dangereux, c'est tout. Et pourtant, quand ça a sauté dernièrement, là, je vous assure qu'on a eu peur. Hein.
Certes, comme après chaque accident, des investissements considérables ont été consacrés à la modification du circuit responsable de l'explosion. Mais l'arrêt ou la remise en route de la machine reste manœuvre délicate. Les syndicats estiment la densité de stockage excessive à Pierre-Bénite et réclament une limitation de la production. La direction juge satisfaisantes les nouvelles conditions de sécurité. Ce n'est pas l'avis des syndicats. C'est une affirmation ambitieuse de la direction car il y a déjà 2 ans, la même chose avait été dite. Et vous voyez ce qui s'est passé. Pourtant, il existe un plan d'intervention détaillé. Plan d'intervention, oui, mais pas de plan d'évacuation réel. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en cas d'évacuation du site de Pierre-Bénite, de l'usine de Pierre-Bénite, à part regarder la direction du vent grâce au manche à air, pour partir dans le sens opposé, nous savons, il n'y a rien d'autre. Reste que le service des mines, qui a mission d'inspection dans les établissements dangereux, a permis le redémarrage de l'unité. Une décision justifiée pour la direction de l'usine. Vous savez que nous avons de ce qu'on appelle un plan d'intervention, avec un système de sécurité, un système de garde permanente, et outre nos moyens propres, nous sommes en liaison directe avec les moyens de la ville de Lyon et la commune de Pierre-Bénite. Actuellement, ces moyens sont-ils suffisants ? Je considère qu'ils sont suffisants et bien entraînés. Alors, tout danger est-il maintenant écarté? Difficile à dire, surtout pour les responsables. Car dans la région, la chimie fournit 80 000 emplois et 2% des exportations françaises. Pas question donc de mettre la clé sous le paillasson, pas question non plus d'ignorer le risque. Le commandant des pompiers de Lyon ne mâche pas ces mots. Je pense que les délais de déclenchement du plan Orsec sont tels que le nuage aurait le temps de faire beaucoup de dégâts avant que les mesures, disons, de précaution puissent être prises. Voudriez-vous dire que vous seriez impuissant à combattre un nuage de gaz toxique? Nous sommes absolument impuissants à combattre un nuage de gaz toxique d'une grande ampleur. En cas de nappe de gaz, 3 coups de sirène de 20 secondes, séparés par des temps d'arrêt de 15 secondes, préviendraient la population lyonnaise de se mettre à l'écoute de la radio ou de la télévision. Monsieur Saglio, vous étiez au courant? Bien sûr, cet accident a été connu immédiatement des services et immédiatement le service des mines chargé des installations classées est allé faire les enquêtes nécessaires. Pourquoi dites-vous accident? Parce que c'est un Parce que c'est un accident dont la réalisation était véritablement extrêmement improbable. Il faut savoir qu'il a eu lieu à la suite de la remontée de quelques gouttes d'eau sodée par un tuyau d'évent, c'est-à-dire un tuyau qui est normalement vide. Enfin, le risque subsiste, non ? À la suite de l'analyse de sécurité méthodique qui a été faite de tout l'atelier d'acroléine, les dispositions nécessaires de sécurité complémentaire ont été prises. Dans tout acte industriel, vous savez, il y a des risques. Ce que l'on peut dire en tout état de cause, c'est que tous ceux que l'on a pu voir ou trouver à nouveau ont été éliminés. Vous avez des solutions maintenant? Ou le danger demeure, comme le disait tout à l'heure le responsable des pompiers? Je ne crois pas que le danger dont parlait tout à l'heure le responsable des pompiers demeure. Je crois que, comme dans tout acte industriel, des risques existent, que notre devoir est de les limiter au strict minimum, je dirais quasiment au minimum possiblement imaginable. Vous n'avez pas l'impression que le chantage à l'emploi, ce qui est bien le cas dans cette région-là, où il y a 80 000 emplois menacés, que ce chantage a atténué un peu les mesures de sécurité? Pour les mesures de lutte contre la pollution d'une manière permanente, il est certain que le chantage à l'emploi risque d'exister. Quand on demande à un industriel de réduire sa pollution, qui ne cause pas de risque pour la population, il est certain que la tentation pour lui peut être grande de dire ça coûte très cher. Mais quand il s'agit de risques de sécurité, de toutes les façons, nous ne pouvons pas le supporter. M. Saglio, depuis le début de l'année, la loi contre les pollueurs est un peu plus forte. Vous êtes satisfait? Si vous me permettez, je vous répondrai par une citation de Démosthène de la 3e Olympienne, qui dit, si ma mémoire est bonne, Athéniens, si les décrets avaient par eux-mêmes la puissance d'exécuter ce qu'ils ordonnent, vous seriez certainement le peuple le mieux gouverné du monde. Mais on pourrait peut-être citer Démosthène au pollué. Hélas, les lois n'ont pas le pouvoir de faire ce qu'elles demandent. Et ce qu'il vous faut, c'est la puissance d'exécution. Je vous répondrai donc que nous avons certainement une bien meilleure loi et de bien meilleurs textes, mais ce qu'il nous faut et ce que nous cherchons et ce que nous développons, c'est d'abord la puissance d'exécution. Un aveu? C'est pas un aveu, vous êtes toujours derrière le même genre de problème.
Crise politique en Belgique. Le roi Baudouin a démis de leurs fonctions 2 ministres qui n'étaient pas d'accord sur leur budget avec Léo Tindemans. Le Premier ministre belge n'a plus maintenant la majorité au Parlement. Fidel Castro sort de chez lui pour la première fois depuis longtemps. Le numéro 1 cubain est en ce moment en Libye, en visite officielle chez Kadhafi, qui lui a réservé un accueil particulièrement chaleureux. Cet hiver... Cette visite de Fidel Castro à Tripoli est un certificat supplémentaire de bon révolutionnaire décerné au colonel Kadhafi par le grand frère cubain. C'est un peu avec cette aura de pur du marxisme et de tombeur de l'impérialisme américain que Fidel Castro se déplace aujourd'hui à travers le monde, et il faut avouer que sa visite est très recherchée et même très prisée dans certains pays ou pour certains chefs d'État. Est-ce que la présence de Fidel Castro à ses côtés a aidé le colonel Kadhafi à réduire les pouvoirs de son ancien Premier ministre, le colonel Jaloud? C'est en tout cas ce que pense un journal égyptien. Avec les nouvelles structures de son parti, le colonel Kadhafi voit ses pouvoirs renforcés. Dans son discours, Fidel Castro a comparé la révolution libyenne à la révolution cubaine. Il a surtout réaffirmé son soutien à ce qu'il a appelé la cause héroïque du peuple palestinien. Quant au colonel Kadhafi, il est à ses yeux le chef d'État qui maintient fermement la révolution dans le monde arabe. Cet hiver restera peut-être dans les annales comme un hiver exceptionnellement doux, vous l'avez sans doute constaté. Près de 20 degrés hier à Paris, on n'avait jamais vu cela depuis 1873, un 3 mars. Aujourd'hui, il y avait un peu de nuages et le thermomètre est un peu redescendu. Demain, la météo nous promet le même type de temps avec de belles éclaircies, sauf sur la Bretagne et la Manche. Il y a une sorte de renaissance du football à Paris, grâce sans doute au Paris Saint-Germain. Les Parisiens vont rencontrer une équipe de Saint-Étienne pendant le week-end, fatiguée par sa rencontre avec Liverpool et troublée par le différend qui oppose le capitaine Larquet à Robert Herbin. Ainsi va le sport, la passion aussi entre le rugby et le foot en attendant le vélo cet été. Toute l'attention se tourne donc vers France-Écosse qui se joue demain au Parc des Princes pour le tournoi des 5 nations. Il n'y a pas, malgré tout, à mon avis, la même tension qu'avant la grande bagarre avec les Gallois. Pourquoi, Roger Coudert? On ne prend pas au sérieux les Écossais? Si, mais vous savez, les Gallois faisaient figure d'épouvantail parce que lorsqu'on a gagné en 76 par le Grand Chelem, c'est-à-dire les Gallois avaient gagné 4 victoires sur 4 matchs, ils faisaient figure d'épouvantail. Maintenant, ce sont les Écossais, car chaque samedi, il y a 4 samedis dans les 5 nations, chaque samedi, chaque équipe joue la partie de sa vie et chaque match est terrible. Il n'y a pas de changement dans l'équipe de France? Aucun. Il n'y a pas de risque que les victoires montent un peu à la tête du 15 de France? Oh, je ne pense pas. Je crains plutôt que les matchs successifs et trop rapprochés, avec le championnat de France qui s'était intercalé dimanche dernier, les aient un peu émoussés physiquement. Ça, je le crains davantage. Alors aujourd'hui, Roger Coudert, c'est vous qui allez donner des leçons de fair play, non pas aux joueurs, je crois que ce serait inutile, mais au public. Disons franc jeu, pour ne pas parler franglais. Oui, je voudrais dire aux spectateurs, c'est qu'ils gardent un peu d'amertume au cœur, tous ceux qui seront demain au Parc des Princes, après l'accueil mauvais que les Français ont eu à Twickenham pour le match France-Angleterre, de ne pas siffler demain, mais d'applaudir au contraire. Ce sera la meilleure réplique aux Anglais, parce que les Écossais de toute façon n'y sont pour rien. Et puis, ça prouvera que fair play et gentleman sont des mots aussi français. Alors, il y a 2 matchs à gagner demain au Parc des Princes. Un par l'équipe de France, je lui fais confiance. L'un aussi par le public, je lui fais aussi confiance. Sérieusement, vous croyez que vous allez être écouté? Je l'espère, j'y crois. Dans quelques instants, au Palais des Congrès de Paris, la première de Spartacus par les ballets soviétiques de Bolchoï qui sont de retour. Une caméra d'Antenne 2 s'est glissée dans les coulisses avec France Roche pour les dernières minutes avant la levée du rideau. Voici Madame Kremskaya, qui est la représentante du ministre de la Culture et qui est en quelque sorte impresario d'État du Bolchoï à Paris en ce moment. C'est elle qui va nous présenter les danseurs et les danseuses qui vont danser tout à l'heure Spartacus. Où est Madame Timofeyeva? Madame Timofeyeva. La voilà, je crois. Voilà Monsieur Akimov. Boris Akimov. C'est lui qui fait le rôle de Crassus. N'est-ce pas? C'est lui. Et voici Monsieur Vassiliev, qui est le danseur étoile et qui joue le rôle de Spartacus. Vous êtes venu avec combien de danseurs, de techniciens, de chorégraphes? Eh bien, cette fois-ci, on est venu avec 250 danseurs en tout, et y compris les techniciens. Il y a 80 techniciens du Palais des Congrès qui nous aident dans notre travail. Et après le Palais des Congrès, qui se termine le 24 avril, la troupe du Bolchoï dansera à l'Opéra.
Non, la troupe du Bolchoï dansera à l'opéra, pas cette fois-ci. Il y aura la participation des solistes du Bolchoï dans 3 spectacles Ivan le Terrible, le 12, 14 et 15 avril, dans la mise en scène de Grigorovitch qui a été faite à l'opéra à la fin de l'année dernière. Et après la fin de la tournée au Palais des Congrès, notamment le 25 avril, la troupe sera en tournée en Belgique. Et pendant ce temps-là, l'opéra partira en URSS. Oui, c'est prévu dans le cadre des échanges officiels. La troupe de ballet de l'Opéra de Paris sera en URSS à Leningrad et à Moscou, où elle va commencer sa tournée le 22 avril. Je crois que maintenant la salle commence à être remplie. On va les laisser se chauffer complètement. Spartacus, c'est l'histoire d'un révolté qui sait que sa révolte est vouée à l'échec. Mais qui sait aussi que l'idée qui préside à sa révolte triomphera. À l'heure actuelle, nous sommes un peu perdus à travers les rideaux et je vois que dans la salle se trouve Madame Françoise Giroud, Monsieur Rolf Lieberman, Monsieur Le Canuet, l'ambassadeur du RSS, Monsieur de Guiringaud, qui était annoncé, n'est pas encore arrivé. Elle a de la chance de voir, n'est-ce pas? En tout cas, nous aurons des premières images pendant le week-end avec Jean Lanzy. Une dernière information, Pierre-Alain? Oui, une bonne nouvelle en ski. La jeune Française Perrine Pellen, 16 ans, a remporté tout à l'heure le slalom de Sun Valley en Californie, ce slalom qui compte pour la Coupe du Monde. Deuxième, l'Italienne Giordani et troisième, l'Autrichienne Monica Caserer. Il s'appelle Saint-Vincent, il est belge et il est pigeon, mais pas n'importe quel pigeon, le pigeon voyageur le plus cher du monde. J'ai voulu vous le citer. Il a été en effet vendu aux enchères 95 565 francs lourds. Ce qui fait son prix, paraît-il, ce sont ces 11 plumes qu'il possède à chaque aile, et ce qui est, d'après les spécialistes, rarissime. Bonne soirée, à lundi, demain et dimanche, Jean Lanzy. Bonsoir.